Bonjour, bienvenue dans le chapitre Vision et images. Nous allons parler dans cette première partie de deux phénomènes qui sont la réflexion et la réfraction. Alors pour illustrer ces phénomènes, qui sont des phénomènes que l'on observe couramment dans la vie, eh bien vous avez l'image qui est juste ici en fond d'écran, avec les deux phénomènes réunis sur une même image. Vous observez dans l'air ici un simple bout en bois, un simple bout de bois, et on peut observer alors d'abord une image de ce bout de bois ici, qui est une image par réflexion, c'est-à-dire que les rayons lumineux qui partent du bois ici vont se réfléchir à la surface de l'eau et arriver jusqu'à nous, donc phénomène de réflexion. Ensuite, si on observe le morceau de bois à l'intérieur de l'eau, eh bien on voit qu'il a l'air comme brisé. En réalité, il ne l'est pas, bien sûr. Si on sort le bout de bois, on verrait qu'il est parfaitement rectiligne ici. Et donc cette brisure, eh bien, elle est liée au deuxième phénomène qui est la réfraction. Alors, ces deux phénomènes sont expliqués quantitativement par les lois de Descartes. Les lois de Descartes, elles nous vont répondre à deux questions. Qu'est-ce qui arrive à un rayon lumineux qui rencontre la surface de séparation entre deux milieux? Eh bien, tout d'abord, une partie de la lumière est réfléchie, exactement comme sur un miroir. C'est pour ça qu'on peut observer un reflet lorsqu'on regarde dans une vitre. Enfin, une autre partie de la lumière est transmise. Alors, lors de la traversée de la surface séparant les deux milieux transparents, eh bien, la lumière est déviée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction. Donc ça, c'est une définition à connaître. Et c'est ce qui explique le fait qu'un objet aura l'air brisé lorsqu'on regarde une partie de l'objet à l'extérieur dans l'air et une autre partie dans l'eau. Alors la situation schématisée, la voici. On a un rayon incident, c'est-à-dire qui arrive sur une surface de séparation qu'on appelle aussi un dioptre. Cette surface de séparation, elle sépare un milieu 1 et un milieu 2 qui sont des milieux transparents pour la lumière. On trace pour repérer les angles des différents rayons. On va tracer la normale ici. La normale, c'est la perpendiculaire à la surface de séparation. Et donc, l'angle d'incidence I1, qui est l'angle entre le rayon incident et la normale, mesure l'angle d'arrivée de la lumière sur la surface de séparation. On va observer un premier rayon qui est le rayon réfléchi ici sur cette surface, qui reste donc dans le milieu 1, et on va observer une partie de la lumière transmise avec un rayon réfracté, qui est donc entré dans le milieu 2. Alors la relation entre ces différents angles, eh bien, les lois de Descartes vont nous dire d'abord que le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan formé par le rayon incident et la normale. Donc c'est simplement une règle de géométrie en fait qui nous explique que le rayon réfracté eh bien, ne va pas partir vers l'avant ou vers l'arrière de ce plan qu'on a, de, de ce plan formé par le rayon incident et la normale, de même que le rayon réfléchi. Ils sont tous dans un même plan. Ici, par exemple, le plan de la vidéo, de votre écran. Deuxième loi de Descartes, donc là, ce sont des lois quantitatives qui vont nous donner des mesures. Donc l'angle de réflexion, il est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire que l'angle I1, l'angle d'incidence, est égal à l'angle petit r, l'angle de réflexion. C'est exactement la même loi pour un miroir. Donc si vous avez un exercice avec un miroir, eh bien l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Enfin, la relation entre l'angle de réfraction I2 et l'angle d'incidence I1, eh bien, c'est une relation entre les sinus. Elle nous dit que le sinus de l'angle d'incidence est proportionnel au sinus de l'angle de réfraction. La relation de la deuxième loi de Descartes pour la réfraction est celle-ci, n1 fois sinus I1 égale n2 fois sinus I2. Alors, que sont N1 et N2? N1 et N2, c'est ce qu'on appelle les indices de réfraction des milieux transparents du milieu 1 et du milieu 2. Donc, ces indices sont des caractéristiques des milieux qui sont traversés par la lumière. Alors, on va tout de suite donner quelques exemples d'indices de réfraction. Dans le vide ou dans l'air, l'indice de réfraction, petit n, est égal à 1. Alors dans l'air, il n'est pas exactement égal à 1, mais il va être considéré comme étant égal à 1.
Dans l'eau, l'indice de réfraction est de 1,33 et dans le diamant, qui est l'indice de réfraction le plus élevé pour la lumière visible, c'est n égale 2,4. Alors, à retenir également, l'indice de réfraction, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc, si dans un exercice, vous trouvez un indice de réfraction inférieur à 1, c'est que vous avez fait une erreur. Une illustration ici avec le diamant, c'est l'indice de réfraction très élevé. Cela va expliquer le fait que la lumière dans le diamant prend de multiples directions et on va obtenir à la sortie souvent une multiplication des faisceaux, surtout si le diamant est bien taillé, et ce qui fait que l'effet sur la lumière est absolument magnifique, et c'est pas pour rien que c'est une pierre précieuse. Alors, on va voir ici l'application maintenant en exercice, la détermination d'un angle de réfraction par exemple. On va prendre la situation où un rayon lumineux passe de l'air dans l'eau selon un angle d'incidence de 23 degrés. Donc les indices de réfraction dont on aura besoin sont juste au-dessus, hein, l'indice de l'air n égale 1, l'indice de l'eau n égale 1,33. Donc on va appliquer la deuxième loi de Descartes pour déterminer l'angle de réfraction I2. Donc on réécrit la loi de Descartes, n1 fois sinus I1 égale n2 fois sinus I2. On ne se presse pas pour ne pas faire d'erreur. On inverse la relation en écrivant n2 fois sinus I2 en premier, tout simplement, puisqu'ici, on cherche sinus I2, donc on va devoir l'isoler. Pour l'isoler, eh bien, on va diviser ici par n2 de chaque côté de la relation. On va arriver à la relation sinus I2 égale n1 fois sinus I1 divisé par n2. On peut passer à l'application numérique avec n1 qui est le premier milieu dans lequel est le rayon incident. Donc ici, c'est l'air. Et N2, c'est le milieu dans lequel le rayon lumineux va passer. Ici, c'est l'eau, donc l'indice de réfraction de l'eau, 1,33. On réalise l'application. La calculatrice nous donne une valeur avec beaucoup de chiffres. On va arrondir sur notre feuille à 0,29, mais on va garder tous les chiffres à la calculatrice. Alors ici, on n'a pas encore trouvé l'angle I2, on a simplement trouvé le sinus de cet angle. Comment remonter à l'angle I2? Eh bien, sur la calculatrice, il va falloir utiliser une fonction qui est la fonction, alors selon les calculatrices, ça peut être indiqué sinus moins 1 ou bien arcsinus. Donc on calcule I2 égale sinus moins 1 de 0,29 ou vous pouvez écrire arcsinus de 0,29 et la calculatrice va vous donner une valeur que l'on va arrondir. Alors quand j'écris 0,29, on va garder tous les chiffres à la calculatrice, hein, et on va arrondir la valeur de la même manière que, au même arrondi que l'angle d'incidence. Ici, on est à l'unité près, donc on arrondit à l'unité, 17 degrés. Donc sur les calculatrices, je donne l'exemple d'une calculatrice, dont je ne donnerai pas la marque. Et donc ici, la fonction arcsinus, elle est notée comme ceci, ASN, hein, pour arcsinus. Donc si on veut l'utiliser, on appuie d'abord sur la touche Shift, et Shift sinus, ça nous donnera la fonction arcsinus, et on fait arcsinus de la valeur précédente. Enfin, comparaison entre I1 et I2, eh bien, on a vu dans cette situation, la situation précédente, par exemple, quand le rayon passe de l'air à l'eau, on est passé d'un angle d'incidence de 23 degrés à un angle de réfraction de 17 degrés. Cela signifie que l'angle I2 est plus petit que l'angle I1 dans cette situation-là. Donc en fait, on est dans la première situation. Lorsque l'indice de réfraction N1 est inférieur à N2, eh bien, on arrivera au résultat que l'angle de réfraction I2 est inférieur à l'angle d'incidence I1. On dit que le rayon lumineux se rapproche de la normale, donc dans le cas de l'air au vert, c'est pareil, hein, on sera dans cette situation-là, avec I2 et le rayon réfracté qui se rapproche donc de la normale ici. Deuxième situation, N1 supérieur à N2, par exemple un rayon lumineux qui passe du vert à l'air, eh bien on verra cette fois-ci que I2 est supérieur à I1 et donc que le rayon lumineux s'éloigne de la normale. Alors ce qu'on vient de découvrir sur la réfraction va nous permettre d'expliquer l'effet d'un prisme sur la lumière. On sait qu'un prisme décompose la lumière, en particulier la lumière blanche par exemple. Pour quelle raison? Eh bien, un prisme, alors il est généralement en verre, mais il peut également être vide et contenir de l'eau ou un autre liquide. Le matériau qui constitue le prisme est un milieu dispersif.
qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Alors ça sera très légèrement différent, mais l'indice de réfraction du rouge, pour un prisme en verre par exemple, est différent de l'indice de réfraction de la lumière violette. Ce qui va faire que la déviation des rayons lumineux varie et donc que la lumière va être décomposée. Les angles de réfraction ici vont être différents lors de la traversée de cette surface de séparation. Les angles de réfraction vont être différents pour le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Et la forme du prisme va accentuer la déviation. La lumière, elle subit 2 déviations successives dans le même sens, ici sur l'image par exemple vers la droite à chaque fois. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi une vitre ne décompose pas la lumière? Tout simplement parce que, effectivement, la lumière va aussi subir 2 déviations et 2 réfractions, donc lorsqu'elle traverse une vitre, par exemple. Mais ces 2 déviations se font dans des sens opposés. Donc première déviation, eh bien ici on passe de l'air au vert, le rayon lumineux se rapproche de la normale, mais ensuite lorsqu'on passe du vert à l'air, le rayon lumineux s'éloigne à nouveau de la normale. Et si on fait les calculs, eh bien, on verra que les rayons lumineux, quelle que soit leur longueur d'onde, ont exactement la même direction à la sortie qu'à l'entrée. Donc au final, les rayons lumineux ne vont pas se décomposer comme pour un prisme. Voilà pour les bases en ce qui concerne la réflexion et la réfraction. Après, l'essentiel, bien sûr, c'est toujours d'appliquer et de faire énormément d'applications concernant ces lois avec des exercices.